Bonjour, on va regarder cet exercice qui a été posé il y a quelques jours à l'oral de Minpont en filière PC, dans lequel on étudie une fonction définie comme ceci par une intégrale dépendant de sa borne inférieure. Dans un premier temps, on va justifier l'existence de cette intégrale, puis on regardera une équation implicite, grand f de x égale petit n. On verra qu'il y a une unique solution, notée xn, puis on fera un petit peu d'analyse asymptotique là-dessus. Alors, l'étude de cette intégrale est quelque chose d'assez classique. Il est assez classique aussi dans les exercices posés là-dessus de trouver un équivalent de f en 0, un équivalent de f en plus l'infini, j'en dirai peut-être un mot à un moment ou un autre. Et il est classique aussi de montrer que cette fonction est intégrable entre 0 et plus l'infini et de calculer son intégrale en passant par une intégration par partie. Voilà, donc ça c'est des points qui ne seront pas détaillés dans cette vidéo. On va se concentrer vraiment sur ce qui est demandé. Une première chose, justifier, donc si x est strictement positif, justifier l'existence de cette intégrale. Voilà. Oula, pourquoi ça n'écrit pas? Ok, ça y est. Donc, quand il s'agit de faire ça, on commence par fixer un x strictement positif. Et on va noter par exemple phi. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Gros dysfonctionnement de ma tablette. Donc la fonction phi qui envoie t sur exponentielle moins t sur t est une fonction continue sur l'intervalle x plus l'infini. Par ailleurs, elle est positive, ce qui donne accès à tous les critères. Donc, puisqu'elle est continue sur cet intervalle, il n'y a que plus l'infini qui nécessite une étude. Et je le précise, quand je pose l'exercice que je mentionnais plus haut en travaux dirigés, j'ai toujours des élèves qui veulent faire une étude en 0, alors que 0 n'est pas une borne de l'intégrale, ce qui est un contresens. Donc il faut bien faire attention à ne pas chercher à répondre à des questions qui ne sont pas posées et qui n'ont pas de rapport avec le problème à étudier. Donc on a l'étude en plus l'infini, et bien là il y a plusieurs manières de conclure. Une première manière, c'est de remarquer que exponentielle moins t sur t, c'est exponentielle moins t fois une quantité de limite nulle. Donc c'est un petit taux d'exponentielle moins t quand t tend vers plus l'infini. Or, il est connu que cette intégrale est une intégrale convergente. Donc à partir de là, du critère de négligeabilité, on voit que la fonction phi est intégrable sur l'intervalle x plus l'infini. Et ça justifie l'existence de l'intégrale qui est notée grand f de x. Donc d'autres arguments qui étaient recevables, ça aurait pu être de montrer que ceci est un petit taux de 1 sur t carré, par exemple. Un autre argument, ça aurait pu être de majorer ceci par 1 sur x fois exponentielle moins t et de conclure avec cette même intégrale de référence. Donc il y avait vraiment tout un tas de manières de justifier l'existence de cette intégrale. Alors, revenons donc à l'énoncé. On a justifié l'existence de cette intégrale et on doit montrer maintenant que pour tout n dans n étoile, cette équation possède une unique solution, ce qui va se faire par un argument classique de théorème de la bijection, ou pour être plus précis, une combinaison de théorèmes des valeurs intermédiaires et de variations strictes. Donc il va s'agir de montrer que la fonction grand f est une fonction continue et par ailleurs qu'elle est strictement décroissante dans le cas qui nous occupe, et il faudra trouver ses limites aux bornes de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par justifier en fait que cette fonction est carrément de classe C1, elle est même de classe C infini, en remarquant que c'est une primitive d'une certaine fonction. Alors pour ça, on va appliquer le théorème fondamental de l'intégration, théorème fondamental de l'analyse, appelez-le comme vous voulez. Et je vais rappeler en quoi consiste ce théorème, parce qu'ici on n'est pas tout à fait dans son cadre d'application, il y aura une petite modification à faire. Ce théorème, il nous dit que si on prend une fonction g continue sur un certain intervalle i, à valeur, je veux dire à valeur réelle, à valeur complexe, ça marche aussi. Et si on prend un élément petit a
de cet intervalle i, eh bien, la fonction grand G qui envoie x sur intégrale de a à x de petit g de t dt, ça, c'est une primitive de petit g sur i, et puisque c'est une primitive d'une fonction continue, en particulier, elle est de classe C1. Et puis si petit g est de classe CK, on en déduit grand G de classe CK plus 1, par exemple. Et dans le cas qui nous occupe, où grand f de x est défini par intégrale de x à plus l'infini de phi de t dt, où phi envoie t sur exponentielle moins t sur t, on remarque qu'on n'est pas exactement dans ce cas de figure, d'abord parce que la borne x est en bas au lieu d'être en haut, et ensuite parce que ce qui joue le rôle de petit a, c'est plus l'infini, qui n'est pas un élément de l'intervalle i. L'intervalle i, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est juste une petite manip de type relation de Chasles pour nous ramener à cette situation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer cette intégrale en intégrale de x à 1 de phi, plus intégrale de 1 à plus l'infini de phi. Cette partie-là ici, c'est une constante qui en fait s'appelle f de 1, pas la peine de lui donner un nom, ça s'appelle déjà f de 1. Et puis la partie intégrale de x à 1, on va la réécrire moins intégrale de 1 à x de phi, plus donc la constante f de 1. Maintenant, le 1 qui est là, c'est effectivement un élément de l'intervalle i. Donc, on peut appliquer le théorème fondamental de l'intégration qui nous dit que grand f est une primitive de la fonction moins phi sur l'intervalle i. Et à ce titre, grand f est de classe C1 sur cet intervalle, et en plus, grand f' de x, pour tout x strictement positif, c'est égal à moins phi de x, c'est-à-dire moins exponentielle moins x sur x. Donc en particulier, c'est strictement négatif, et ça nous permet de justifier que grand f est une fonction strictement décroissante. Donc à ce stade, grand f est strictement décroissante, elle est de classe C1, donc en particulier, elle est continue. On va maintenant regarder les limites aux bornes. Et donc, la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc quand on prend l'intégrale comme ceci d'une fonction, une intégrale convergente, si on fait tendre x vers la borne, la limite est nulle. Mais je vais rappeler pourquoi c'est vrai. Je vais reprendre simplement mon écriture intégrale de x à 1 de phi. Je vais prendre, pour être plus précis, je vais reprendre mon écriture moins intégrale de 1 à x de phi plus intégrale de 1 à plus l'infini de phi. Si je fais tendre x vers plus l'infini, ceci tend vers cela. Donc la limite de ceci quand x tend vers plus l'infini existe. Et c'est un nombre plus son opposé. Donc ça prouve que f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, il nous reste à déterminer la limite en 0, ce qui nous permettra enfin d'appliquer par exemple le théorème de la bijection, même si à vrai dire ce n'est pas tellement à ça que ce théorème est censé servir. Et pour ça, on va remarquer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi est une intégrale divergente. Pour cela, je vais juste utiliser l'équivalent phi de t. Phi de t, c'est égal à exponentielle moins t sur t. Quand t tend vers 0, exponentielle moins t tend vers 1, et puis t, t c'est t. Donc ceci est équivalent à 1 sur t. On sait que l'intégrale de 0 à 1 de t sur t est divergente. Et par le critère des équivalents pour les intégrales de fonctions positives, on en déduit que cette intégrale-là est divergente.
et une intégrale divergente pour une fonction positive, ça nous donne en fait une limite infinie. C'est-à-dire que l'intégrale de 1 à x de phi tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. De la même manière que l'intégrale de 1 sur t qui s'exprime en logarithme et qui a donc une limite infinie. Donc si je rassemble mon tableau qui est un peu hétéroclite, ma fonction phi est strictement décroissante, elle est continue, elle admet la limite nulle en plus l'infini. Là, on vient de montrer qu'elle admet la limite plus l'infini en 0. Et avec tous ces arguments, on peut conclure que la restriction, je vais noter f tilde qui va de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini, donc je prends comme intervalle l'intervalle délimité par les bornes. Donc cette restriction est une bijection. Et en particulier, l'équation f de x égale n possède exactement une solution qui est f tilde inverse de n. Donc si je reviens à mon énoncé, puisque f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur lui-même, pour tout n dans n étoile, cette équation possède une unique solution. xn. Et ce xn, c'est juste f tilde inverse de x. Et ce qu'on peut remarquer, pardon, pas de x, ce que je raconte, c'est de n. Pour tout n dans n étoile, xn, c'est le nombre défini par f moins 1 tilde de n. Et la question suivante est de trouver un équivalent de ceci. Donc en fait, ça revient à trouver un équivalent de la fonction f tilde moins 1. Et c'est en plus l'infini. Alors, il faut faire attention à une chose. On a dit f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. F de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. Maintenant, si on regarde la bijection réciproque, je vais prendre f tilde. Si on prend la bijection réciproque, alors attendez que je réfléchisse. Là, notre n tend vers plus l'infini, l'entier n. Donc, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que ceci, ça nous indique que f tilde moins 1 de t tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Ce qui nous indique en particulier que la suite de terme général xn tend vers 0. Et maintenant, donc, nous, ce qu'on sait, c'est que f de xn est égal à n. Donc, lui joue bien ce rôle-là. Donc le xn tend vers 0. Et pour qu'on puisse se faire une idée de l'ordre de grandeur de xn, il va falloir qu'on étudie f en 0. Donc la question, pour pouvoir trouver un équivalent de xn, c'est de comprendre quel est le comportement de la fonction f en 0. Et pour ça, je vais réutiliser mon écriture intégrale de x à 1 exponentielle moins t dt plus grand f de 1. Et si je fais ça, c'est parce que la partie de l'intégrale qui se situe entre 1 et plus l'infini, alors notez que j'ai pris 1, j'aurais pu prendre 2, j'aurais pu prendre 1,5, j'aurais pu prendre pi sur racine carrée de 17, c'est pas la question. Ce qui est important, c'est que la partie vers plus l'infini, elle ne m'intéresse pas, puisque mon but, c'est de faire tendre x vers 0. On a vu que cette partie-là tend vers plus l'infini, donc le f de 1 qui est là est complètement négligeable devant cette partie-là, et on veut trouver l'ordre de grandeur de ceci. Et ça, c'est une technique assez classique. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que exponentielle moins t sur t, ça vaut à peu près 1 sur t. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour se faire une idée de l'ordre de grandeur de ceci,
on va soustraire son équivalent simple et le rajouter. J'entends par là que dans cette intégrale, je vais mettre cette quantité moins son équivalent simple et je compense pour que la formule soit correcte. L'avantage de faire ceci, c'est que la partie en équivalent simple 1 sur t, ça va donner une intégrale qu'on sait calculer en logarithme. Et cette partie-là, du fait qu'on a retiré la partie principale, ça va donner une quantité qui aura un comportement, on peut supposer, on peut présumer, on peut soupçonner, voilà un verbe plus correct, qu'il va y avoir une limite finie pour l'intégrale, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je vais réécrire cette formule. Grand f de x, j'ai intégrale de x à 1 de exponentielle moins t moins 1 sur t dt. Par linéarité de l'intégrale, il y a ceci qui dépasse, et j'ai f de 1 qui dépasse. Je vais donner un nom à cette différence, je vais la noter petit h de t par exemple, et cette intégrale ici, on la connaît, elle vaut moins logarithme de x. Et ce qu'on va voir, c'est que ceci a une limite finie, et il y a une raison simple à ça. La fonction h, encore une fois, est continue sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Et quand on regarde un équivalent quand t tend vers 0, exponentielle moins t moins 1 est notoirement équivalent à moins t, et on trouve moins 1. Autrement dit, h de t tend vers moins 1 quand t tend vers 0, ce qui signifie que la fonction h est prolongeable par continuité en 0. Et une fois qu'on a remplacé la fonction phi par la fonction h, le problème d'intégrabilité en 0 n'en est plus un. On est en présence de ce qu'on appelle parfois une intégrale faussement impropre, fonction prolongeable par continuité, et par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de h est une intégrale convergente, et on peut en déduire que l'intégrale de x à 1 exponentielle moins 1 comme ceci possède une limite finie, l'intégrale de 0 à 1 de h, et cette constante, je vais la noter c. Et ça nous donne donc le comportement de la fonction f au voisinage de 0, que je vais résumer ici. Pour ça, je vais donner un nom à la constante c plus f de 1. Je vais l'appeler k par exemple. K, ça va être c plus grand f de 1. Et ce qu'on a montré, c'est que grand f de x vaut moins logarithme de x plus la constante k plus quelque chose de limite nulle, quand x tend vers 0 par valeur strictement positive. C'est bien ce qu'on obtient. Cette quantité qui est ici, elle vaut la constante c plus quelque chose de limite nulle. Ceci vaut exactement moins log de x, et ceci vaut exactement grand f de 1. Donc en appelant k cette constante, on obtient ce développement asymptotique pour la fonction grand f. Maintenant, je vais revenir à xn, qui tend vers 0, et à grand f de xn, qui est égal à n. Donc, quand je remplace là-dedans, j'obtiens n égale à moins logarithme de xn, plus la constante k, plus quelque chose de limite nulle. Et je vais pouvoir récupérer xn en appliquant l'exponentielle. Je vais obtenir exponentielle n égale exponentielle de tout ce qui est à droite. Ça fait donc 1 sur xn fois la constante exponentielle k fois exponentielle petit o de 1. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exponentielle de quelque chose qui tend vers 0, c'est un raccourci pour quelque chose qui tend vers 1. Et exponentielle de... quand on a un facteur qui tend vers 1, ça signifie que les autres quantités en présence sont équivalentes. Exponentielle n vaut cette quantité fois quelque chose qui tend vers 1. Donc ça nous dit que ces quantités sont équivalentes. Donc exponentielle n est équivalent à la constante exponentielle k divisée par xn.
Et ça serait écrit xn équivalent à la constante exponentielle k fois exponentielle moins n quand n tend vers plus l'infini. Nous voici donc avec un équivalent de xn. Alors bien entendu, cette constante k est un peu mystérieuse. Elle vaut donc cette intégrale de 0 à 1 de h plus la constante grand F de 1. Et alors, si je ne me trompe pas, il me semble que cette constante, elle vaut plus ou moins la constante de l'air. Ça serait, bon, ça vaudrait le coup de faire une vidéo spéciale sur le sujet. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ce qui n'est d'aucune utilité pour la suite, puisque la suite, si on revient à l'énoncé, c'est en ayant cet équivalent de xn, d'étudier la nature de la série des xn. Et xn, c'est quelque chose de positif, donc on peut utiliser le critère des équivalents, et on remarque que c'est équivalent au terme général d'une série géométrique. Exponentielle moins n, c'est exponentielle moins 1 à la puissance n, donc c'est le terme général d'une série géométrique. Exponentielle moins 1 est compris strictement entre 0 et 1, donc la série des exponentielles moins 1 à la puissance n est une série géométrique convergente, et on peut en déduire par le critère des équivalents pour les séries à termes positifs que la série des xn est convergente. Et donc ceci termine l'exercice tel qu'il nous a été posé. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Là, on a trouvé un développement asymptotique de la fonction en 0. J'aimerais qu'on trouve aussi un développement asymptotique en plus l'infini, même si ça n'a pas de rapport avec l'exercice. Je reprends l'écriture grand F de x comme ceci. J'aimerais qu'on trouve un équivalent quand x tend vers plus l'infini et qu'on voit comment on peut prolonger ça en un développement asymptotique. C'est quelque chose d'assez classique. Et ça va se faire via une intégration par partie. Dans l'idée, quand on prend exponentielle moins t fois 1 sur t, il y a plusieurs manières d'intégrer par partie. Ça, on peut le dériver ou le primitiver. Dans les deux cas, ça donnera moins exponentielle moins t. Par contre, ici, selon qu'on primitive ou qu'on dérive, ça ne donne pas la même chose. Et dans l'idée, quand on fait une intégration par partie, c'est que la nouvelle intégrale obtenue doit être plus petite en ordre de grandeur que celle dont on est parti, pour que le terme tout intégré joue le rôle de partie principale. Et c'est en dérivant le 1 sur t qu'on va faire apparaître quelque chose de plus petit. Log de t, c'est plus grand que 1 sur t en ordre de grandeur, moins 1 sur t carré, c'est plus petit en ordre de grandeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver le 1 sur t, on va primitiver l'exponentielle moins t. Bon, bien entendu, toutes les fonctions sont classées ici. On ne se pose pas ce genre de problème. Alors, par contre, il y a toujours des précautions à prendre quand on effectue une intégration par partie dans une intégrale impropre. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser de la place pour les vérifications. Je vais écrire la formule et après temporellement, mais avant dans la logique, je ferai les vérifications pour justifier ceci. Dans la partie tout intégrée, on a juste primitivé le exponentielle moins t. Ça donne donc moins exponentielle moins t sur t entre x et plus l'infini. Et les vérifications à faire, ça sera l'existence de limites finies aux bornes. Et ça, on peut le voir tout de suite d'ailleurs. En x, évidemment, qu'il y a une limite finie. Et en plus l'infini, il n'y a même pas besoin d'en appeler aux croissances comparées. On a un produit de deux quantités qui tendent vers 0. On peut remarquer tout de suite que ce produit tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc, l'intégration par partie est licite. Moins intégrale de x à plus l'infini. On n'essaye pas d'aller trop vite, on évite de faire des erreurs de signe. Donc, exponentielle moins t qui est là, donc on a primitivé en moins exponentielle moins t. Le 1 sur t est dérivé en moins 1 sur t carré. Donc les deux signes moins qui sont là vont se compenser, il reste ce signe moins. En plus l'infini, on a une limite nulle, moins la valeur en x, ça nous donne donc que grand f de x vaut exponentielle moins x sur x, moins cette intégrale. Oups, sur t carré dt.
Et à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est que cette partie-là est négligeable devant ça. On pourrait montrer aussi que cette partie-là est négligeable devant grand f de x. Il y a plusieurs manières de procéder. Tiens, je vais montrer les deux méthodes. Ce qui va nous donner que grand f de x est équivalent à cette partie-là. Donc, je vais montrer les deux méthodes. Dans l'idée, c'est que dans cette intégrale-là, ça c'est une intégrale qu'on ne sait pas calculer explicitement, mais si on se débarrasse d'un des deux facteurs, si on majore soit l'exponentielle, soit le 1 sur t carré, on va se retrouver avec soit l'intégrale exponentielle moins t, soit l'intégrale de 1 sur t carré, qui est une intégrale qui se calcule. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie? La meilleure stratégie, c'est, j'entends par là la stratégie la moins imprécise, la plus précise, c'est celle où on garde la partie qui varie le plus vite et où on majore brutalement la partie qui varie le moins vite. C'est là qu'on fait le moins d'erreurs dans la domination. Ici, exponentielle moins t varie beaucoup plus vite que 1 sur t carré, donc on va garder exponentielle moins t pour moins perdre d'informations, et on va majorer 1 sur t carré par sa plus grande valeur, c'est-à-dire 1 sur x carré. Donc je vais écrire ici l'intégrale de exponentielle moins t sur t carré dt, évidemment ça c'est positif. Le 1 sur t carré, je le majore par 1 sur x carré, et j'obtiens la majoration par ceci. Cette intégrale, ça se primitive en moins exponentielle moins t entre x et plus l'infini. En plus l'infini, il y a une limite nulle, ça fait donc tout ceci exponentielle moins x sur x carré. Et par conséquent, si je reprends la formule précédente, le premier terme c'était exponentielle moins x sur x, et le terme qui dépasse l'intégrale, c'est un grand taux d'exponentielle moins x sur x carré, et ça c'est négligeable devant exponentielle moins x sur x. Donc en particulier, on peut conclure que f de x est équivalent à exponentielle moins x sur x quand x tend vers plus l'infini, mais en réalité cette écriture est plus précise, puisque le terme qui dépasse est non seulement négligeable devant ça, mais on sait par quel ordre de grandeur il est négligeable. Alors pour la suite, on pourrait continuer, c'est-à-dire faire une nouvelle intégration par partie dans cette intégrale pour trouver à quoi c'est équivalent et puis dominer le terme qui suit. Mais je pense que la vidéo est suffisamment longue et je vais l'arrêter ici. Merci de votre attention.